Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer le webinaire donc proposé par le collectif des assos citoyennes ce matin sur Action publique 2022 et son décryptage. Je vais laisser Olivier et Jean-Claude qui vont gérer ce webinaire ce matin, le présenter et se présenter, représenter le CAC et le contexte. Je voulais juste faire un point rapidement sur l'outil au cas où vous ne le connaissez pas et vous rappeler simplement quelques règles en tant que participant. Vous avez la possibilité à travers cet outil webinaire, évidemment, d'interagir avec nous plutôt par écrit parce que on évite, étant plutôt sur une présentation, de vous laisser, de laisser les sons arriver. Mais vous avez tout à fait la possibilité soit de nous envoyer de nous écrire un mot à travers le petit chat, nous voyons tous vos commentaires s'afficher, soit de nous envoyer une question précise à travers l'outil questions-réponses que vous avez également en disponibilité. Donc, n'hésitez pas, c'est une manière d'interagir avec nous et nous serons attentifs à ce que vous nous proposez. Nous verrons si, dans le courant de la présentation, nous vous laissons peut-être la parole sur des expériences, des illustrations ou des commentaires que vous auriez à manifester. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon séminaire, un bon webinaire, pardon. Bon voilà, soyez simplement un peu indulgents, c'est le premier que nous vous proposons de ce type-là, donc voilà, mais ça devrait bien se passer. Et je cède tout de suite la parole à Olivier et à Jean-Claude qui vont donc se présenter le CAC et vous présenter ce webinaire. Bon, ben, c'est moi qui ai la chance de parler en premier, merci. Donc, moi, je ne vais pas vous demander de l'indulgence, je vais vous demander de l'enthousiasme. Je vais vous demander de l'enthousiasme parce qu'on est en train d'initier une nouvelle méthode de communication qui va nous permettre à la fois de faire des réunions à distance en direct et à la fois d'enregistrer ces réunions et de pouvoir les reproposer en différé, ce qui nous permet de largement élargir notre éventail de moyens de communication. Donc, j'espère que ça va se passer le mieux possible et évidemment, ce sera amélioré étape par étape. Alors, de quoi on va vous parler dans ce webinaire? Déjà, il faut savoir que ce webinaire, c'est la première tranche de 3 sessions qui vont parler de comment on peut lire les différentes successions de lois de ce gouvernement, qu'est-ce que c'est que CAP 2022 dont le gouvernement nous a parlé, et on va essayer de décrypter la signification de toutes ces lois, de tous ces changements qui nous arrivent à toute vitesse, par petits morceaux, et dont on n'a pas, nous semble-t-il, une perception d'ensemble. J'espère qu'après ces 3 sessions webinaires, et particulièrement la première, vous aurez une vision d'ensemble de ces lois et de ce qu'elles signifient et de ce qu'elles préparent. Parce que pour nous, citoyens et associations, nous sommes un peu aux abois vis-à-vis de la gravité de ce qui est en train de se préparer en filiforme, enfin, de façon un peu dans notre dos, quoi. Voilà. Ce travail de décryptage, donc CAP 2022, ce que ça veut dire, c'est un travail qui a été commencé collectivement au CAC et notamment à l'université d'été du CAC il y a déjà l'été dernier. C'est un travail qui a été porté ensuite, enfin en amont et après d'ailleurs, par Jean-Claude Boal, à qui je vais bientôt céder la parole. Jean-Claude Boal nous a alertés sur ce qui était en train de se passer. Nous en avons discuté collectivement et ensuite il a fallu faire un travail de synthèse et un résumé en diapositive que vous allez voir désormais maintenant. Voilà, moi je suis Olivier Picot, j'aurais dû commencer par là, je suis un membre du collectif des associations citoyennes et je vous rappelle que les associations citoyennes, donc le CAC, n'est pas à confondre avec le CAC 40, qui serait plutôt notre ennemi en la matière. Voilà, bon séminaire, à bientôt. Oui, bonjour, donc Jean-Claude Boal, moi je suis président du CAC pour l'instant. Un instant. Voilà, président du CAC pour l'instant.
Et effectivement, on va vous parler de CAP 2022, ce que ça représente dans la politique actuelle du gouvernement et les questions que ça pose par rapport à l'avenir même de notre pays. Voilà, donc comme l'a rappelé Olivier, il y a eu beaucoup de discussions sur cette question au sein du CAC, et puis un travail de mise en forme et de décryptage de toute une série de documents et de lois à ce propos. Voilà, donc tout cela est résumé dans une petite brochure CAP 2022, les multinationales à l'assaut de l'État, vendue au prix coûtant de 2 €, qui est bien sûr commandable et accessible au CAC et qui est sur le site du CAC également sur Internet. Voilà, alors qu'est-ce que CAP 2022? Derrière ce nom très technocratique, qui est une appellation garantie par le gouvernement, puisque c'est lui qui l'a inventé, il s'agit de la réforme de l'administration, de toute l'administration de notre pays, à tous les niveaux, au niveau de l'État comme au niveau des collectivités locales et même dans le domaine social. On sait qu'un pays qui est mal administré est un pays qui est à la dérive. Un certain nombre de pays dans le monde qui sont considérés comme des pays en développement subissent beaucoup d'avatars parce que leur système administratif n'est pas suffisamment développé. Et donc, casser un système administratif qui fonctionne, qui a certes des défauts et qu'il faut faire évoluer, c'est en définitive engager le pays dans une voie dangereuse, voire dans une voie de sous-développement. Voilà, donc ça c'est l'objectif même de la réforme, de réformer le pays sous prétexte, avec deux objectifs politiques, un objectif budgétaire qui est réduire les dépenses publiques et les dépenses d'intérêt général, et nous disons réduire ces dépenses pour subventionner les grandes multinationales. L'exemple type de ce système étant le CICE, 40 milliards d'euros donnés en 2019 aux grandes multinationales, alors qu'ils pourraient être utilisés justement pour développer les services publics et améliorer considérablement la situation des services publics. Et deuxième objectif, qui n'est pas moins important que le premier objectif budgétaire est toujours mis en avant parce qu'il faut faire des économies, etc., rentrer dans les critères de Maastricht, en fait, toutes ces arguments-là qu'on nous répète en permanence dans les médias et que le gouvernement met toujours en avant. Et puis, le deuxième objectif, c'est faire en sorte que ce soit les multinationales qui fabriquent la norme, qui la mettent en œuvre, qui la contrôlent. Et ce deuxième objectif est moins apparent parce qu'il est plus compliqué à expliquer. D'une part, il faut bien voir ce qu'est la norme et il est plus souterrain en définitive, bien qu'il soit déjà à l'œuvre à travers toute une série de dispositions qu'a pris le gouvernement. Alors, comme l'a dit Olivier, nous vous proposons donc un webinaire en 3 temps. Le premier temps, la méthode. Ça nous paraît indispensable parce que justement le président de la République vient de lancer son grand débat et le grand débat, la méthode du grand débat du président de la République rejoint en définitive aussi la méthode CAP 2022. Donc ça dira des choses par rapport à l'actualité. Deuxième webinaire, les 22 propositions qui sont contenues dans le rapport qui a été remis au gouvernement, mais qui est toujours tenu officiellement secret. Et puis, le troisième webinaire, comment ça se passe concrètement dans la mise en œuvre qui est déjà en cours à travers toute une série de lois. Alors, il faut bien voir que CAP 2022 n'arrive pas comme ça, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est la suite d'une longue série de pratiques de détricotage du service public avec un certain nombre de dispositions qui ont été prises dès la fin des années 60 et le début des années 70 avec la RCB,
la rationalisation des choix budgétaires, dont les fonctionnaires à l'époque ont beaucoup entendu parler, la direction participative par objectif, dans les années 70 et début des années 80, qui était une méthode de management pour les entreprises et qui a été adoptée également pour l'administration. Les diverses formes de management, New Public Management dans les années 80-2000, puis la RGPP, la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, qui prolongeait et était une méthode assez violente de destruction de l'administration. La modernisation de l'action publique, la MAP sous François Hollande, qui prolongeait la RGPP et qui ne faisait pas autre chose que la RGPP. Et puis avec Macron, nous avons une nouvelle appellation qui est le prolongement avec un saut qualitatif extrêmement important, CAP 2022. Alors c'est important de voir cette filiation parce que, si vous voulez, ce processus a commencé au début des années 70, fin des années 60, au moment où on sortait de la période de reconstruction du pays et de l'Europe compte tenu des dégâts de la Deuxième Guerre mondiale. La période qu'on a appelée de façon abusive les 30 glorieuses, parce qu'il n'y a pas eu de 30 glorieuses du capitalisme, il y a simplement eu une période de reconstruction compte tenu des destructions qu'il y avait eu. Et dans les années 70, nous avons eu un vrai tournant important en 71 quand Nixon a désindexé le dollar de l'or et où en définitive nous sommes passés vraiment vers un capitalisme financier. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu un certain nombre de formes qui permettaient à ce capitalisme financier de se mettre en place et de prendre la main dans tous les domaines. Et trop souvent, on s'aperçoit que le monde associatif, mais aussi les syndicats, ont minimisé l'importance du management et de ce processus. Ils sont toujours arrivés en retard. Donc, pour se resituer dans le temps, je crois que c'est tout à fait essentiel de bien comprendre cette filiation. Sinon, on a du mal à imaginer pourquoi CAP 2022 maintenant. Voilà. Alors, le premier objectif que j'ai signalé de CAP 2022, c'est l'objectif budgétaire. Avec faire 30 milliards d'économies dans la dépense publique sur le quinquennat, supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'État d'ici 2022 pour réduire cette dépense publique et avoir un budget en équilibre, soi-disant, en 2022. Mais les collectivités locales sont également mises à contribution dans la réduction de la dépense publique, ainsi que la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire tous les réseaux des hôpitaux qui doivent faire, selon la loi de finances de la sécurité sociale de 2019, 3,5 milliards d'économies en 2019. Donc, c'est une opération extrêmement vaste et qui concerne tous les services publics et toutes les formes d'administration nationale et locale. Et avec un objectif qui est la réforme du statut et de l'organisation de la fonction publique, notamment en développant les agences. Nous verrons dans le déroulement de ce webinaire notamment l'exemple de l'Agence des territoires, qui est tout à fait emblématique. Et il doit y avoir une loi pour réformer le statut de la fonction publique, dont nous ne connaissons pas encore la rédaction, mais on connaît les grands axes, puisque le gouvernement a annoncé un nouveau contrat avec les fonctionnaires dans les semaines à venir. Deuxième donc, objectif de CAP 2022, celui qui est moins apparent, c'est faire en sorte que ce soit les multinationales qui fassent la norme. Donc, on donne la capacité aux grandes entreprises multinationales de faire la norme. Alors, quand nous parlons de normes, il faut entendre, bien entendu, la loi dans son ensemble, la réglementation qui souvent accompagne la loi et
permet à l'administration de mettre en œuvre les lois qui sont votées, mais aussi la normalisation classique, qui souvent se fait d'ailleurs sous la pression et par les grandes entreprises, la normalisation des primes des prises électriques, des voitures, des véhicules, etc. Et cette norme sera établie directement par les multinationales, nous disons les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et le système financier. Et quand nous disons que c'est directement elles qui le feront, c'est déjà en cours. Par exemple, l'exposé des motifs qui est l'exposé des raisons politiques pour lesquelles on fait une loi, l'exposé des motifs de la loi mobilité que le gouvernement a donné au Parlement français il y a quelques semaines pour examen, a été rédigé par un grand cabinet d'avocats des États-Unis après un appel d'offres de 30 000 euros du cabinet de la ministre des Transports. Voilà. Donc, quand nous disons que c'est en cours, il y a des preuves matérielles de ce processus. Ce n'est pas des fausses nouvelles dont on nous rabat les oreilles dans les médias. Et ce qu'il faut comprendre dans ces conditions-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'une privatisation classique, même s'il y a, bien entendu, dans la politique du gouvernement, des privatisations classiques qui sont prévues. Par exemple, l'aéroport de Paris, le gouvernement veut le privatiser. Il veut privatiser également la Française des Jeux. Pourtant, ce sont deux entreprises qui rapportent énormément d'argent à l'État. On va avoir un type processus de ce qui s'est passé avec les autoroutes, avec ces deux privatisations-là. Donc, il y a bien des privatisations, mais CAP 2022, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas non plus une délégation de services publics classique à des entreprises après un appel d'offres. Ce n'est même pas, d'une certaine façon, un État soumis aux multinationales. Nous avons déjà un État et un gouvernement qui est complètement soumis aux multinationales et qui gouverne pour des multinationales. Mais c'est directement les multinationales qui gouvernent et qui remplacent l'État. Donc, c'est vraiment un saut qualitatif de ce point de vue-là important sur ce que nous connaissons par rapport à des privatisations passées. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie. Ça me paraît en tout cas très important de bien comprendre ce processus. Alors, voilà, alors on va donc poursuivre en examinant ce qu'est finalement la norme. Parce que c'est important de bien voir ce que ça apporte dans un pays. On ne peut pas, dans une société complexe, se passer de normes. Alors, par norme, nous entendons bien entendu la loi, comme je l'ai dit, qui normalement est faite par le législateur, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat en France, le Parlement européen et le Conseil des ministres au niveau européen, la réglementation, c'est-à-dire les décrets, les arrêtés, les circulaires que peut prendre le gouvernement pour appliquer et mettre en œuvre la loi. Donc une réglementation qui peut être complexe, mais qui est tout à fait indispensable. Une loi ne peut pas être mise en œuvre si les décrets et les arrêtés qui la concernent ne sont pas adoptés. Et la standardisation, c'est-à-dire les normes qui sont utilisées dans la vie de tous les jours. Donc, les normes comptables qui sont essentielles par rapport à la conception même de l'utilisation des deniers publics et du rôle que doivent jouer les entreprises. Et les normes techniques, comme j'ai dit tout à l'heure,
par exemple, la normalisation des prises de courant et de toute une série d'objets que nous utilisons quotidiennement dans notre vie. Alors, il faut voir que la loi protège, c'est normalement un des objets de la loi, protège les plus faibles, car elle crée les conditions théoriques d'une même application pour tous et dans les mêmes conditions. La loi, normalement, est faite pour ça, même si, en fait, dans les faits, souvent, la loi est faite par ceux qui sont au gouvernement, par les classes ou couches qui sont au gouvernement, et elle est faite en fonction de leurs intérêts. Mais normalement, du point de vue des principes, la loi est applicable à tout le monde dans les mêmes conditions. Et la norme sert à donner des règles pour une vie en société. Ce sont donc des outils pour des politiques publiques. Par exemple, la réglementation thermique des bâtiments évite que l'on ait des bâtiments qui soient des passoires thermiques, bien que ce ne soit pas si simple, et oblige normalement les entreprises qui construisent et les promoteurs à respecter ces normes de façon qu'on ait des bâtiments habitables ou utilisables quand il s'agit de bureaux dans de bonnes conditions, que les gens ne se gênent pas, etc. Ou la protection des cours d'eau, où il y a toute une série de normes contre les pollutions. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi et de rejeter n'importe quoi dans les cours d'eau, même si dans un certain nombre de cas, des entreprises ou des agriculteurs ne se privent pas de rejeter des choses qu'ils ne devraient pas rejeter. Donc, c'est la capacité de vivre ensemble qui se trouve affectée par ces normes dans une société complexe telle que nous la connaissons. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la norme, elle est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est comme la langue des autres, d'une certaine façon. Il en faut pas trop. Et nous avons des logiques dans les systèmes dans lesquels nous vivons. Et c'est vrai que le système capitaliste est structurellement bureaucratique. Si nous regardons le développement de l'administration, parallèlement au développement du capitalisme, on voit que dans le XXe siècle, par exemple, on est passé en France au début ou à la fin du XIXe à 500 000 fonctionnaires, de 500 000 fonctionnaires à plus de 5 millions, et dans tous les domaines. Donc, il y a vraiment un développement très important de la bureaucratie, et on ne peut pas vivre sans cette bureaucratie. Ce que j'ai dit sur l'administration d'un pays au début de cette intervention est tout à fait essentiel. Et on le voit dans les idées qui se sont développées ces derniers temps. Quand il n'y a plus de normes, il faut tout mettre dans les contrats quand les gens passent des contrats entre eux. Par exemple, dans les contrats de PFI au niveau européen ou de partenariat public-privé, si vous préférez, ces contrats, il y a quelques années, avaient plus de 10 000 pages, parce qu'il faut tout prévoir dans le détail entre les deux contractants, sinon on risque d'avoir beaucoup de difficultés et ça entraîne inévitablement une juridiciation de l'activité. Donc, bien sûr, les néolibéraux et notamment les avocats aiment bien les contrats parce que ça leur fait du travail et des revenus très importants. Et si tout n'est pas prévu, c'est forcément la loi du plus fort qui prévaut systématiquement. Et je vous invite à regarder de ce point de vue-là le livre de David Graeber qui s'appelle Bureaucratie, où il décrit justement ce processus bureaucratique dans un système capitaliste et puis l'absurdité à laquelle on arrive à certains moments dans ce système-là, puisqu'il prend un exemple personnel à travers la nécessité de mettre sa mère dans une maison de retraite et pour qu'elle
puisse aller dans une maison de retraite, on lui demande un document qui est fourni par une administration qui elle-même demande un document qui est fourni par l'administration d'en face, chacune exigeant que le document de l'autre arrive en premier chez elle. Donc, dans des situations impossibles. Et nous connaissons ça tous aujourd'hui dans notre système, notamment, y compris avec la volonté de tout numériser, ce qui accentue ce système bureaucratique. Et c'est pour ça que finalement, chaque fois que l'État veut ou prétend s'ingérer dans le fonctionnement de la société, ça se traduit par une réglementation et un volume de paperasse supplémentaire. Et on l'a vu ces derniers temps, y compris avec les propositions qu'ont fait le gouvernement. Hollande avait utilisé l'expression un choc de simplification pour expliquer que sa MAP devait réduire le nombre de fonctionnaires et les dépenses publiques. Et ce choc de simplification s'est concrétisé pour les utilisateurs par un choc de complexification, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont les utilisateurs, les usagers des services publics qui doivent faire le travail. C'est vrai pratiquement dans tous les domaines, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le gaz, mais c'est vrai aussi auprès de sa banque et tout. Ce sont directement les utilisateurs qui font le travail à la place des salariés de ces organismes-là. Peut-être dire la question et puis dire la question. Alors voilà, on a deux questions. Une de Dominique qui dit ne croit pas que le développement de la démarche participative dans l'organisation et notamment dans le management pourrait entraîner une diminution de cette lourde administration et aussi de la lourdeur des directions des sièges. Jusqu'à présent, et moi je ne connais pas d'exemple contraire, le développement, y compris des démarches participatives, que ce soit de la RCB, de la DPO, etc., ont toujours abouti au développement, notamment des sièges, des grandes entreprises ou des administrations centrales. Voire la création d'organismes spécialisés pour former les gens à ces méthodes. Donc, là-dessus, il ne faut pas trop rêver sur les méthodes de management. Si on regarde de près les théories sur le management, on s'aperçoit que, je vais le dire de façon violente, ce sont toutes des théories de manipulation. Il n'y a pas d'exception. Donc, comment en sortir? Comment en sortir et comment aboutir à une vraie démocratie et participation, notamment des salariés, dans la vie de leur entreprise, sans avoir de manipulation? La deuxième question de Nicole Picard, quel pouvoir citoyen pouvons-nous développer pour essayer d'avoir plus de contrôle sur l'établissement des lois? Complication car besoin d'avoir connaissance étendue et intervenir rapide sur les réformes en cours. Mais si j'étais Macron, je dirais le grand débat. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour un citoyen lambda de suivre toutes les dispositions qui sont contenues dans les lois, qui sont souvent rédigées de façon très technique et incompréhensible. C'est particulièrement vrai, par exemple, pour la loi pour un État dans une société de confiance. Et c'est encore plus compliqué parce que il y a un certain nombre de lois qui sont adoptées par le Parlement national qui découlent de lois ou de directives et de règlements qui sont adoptés au niveau communautaire. Donc, c'est compliqué. La seule façon de faire, c'est effectivement de se regrouper en association et d'organiser de véritables veilles et mobilisations sur ces questions-là, parce que c'est impossible à suivre pour un citoyen tout seul, isolé. Mais les citoyens regroupés en association peuvent, à mon avis, intervenir plus globalement sur ces questions. Alors oui, Dominique, je vois, je m'explique.
revenir à de petites structures et que chaque salarié prenne sa part de gestion, oui, ça veut dire qu'on réorganise complètement les formes de production, notamment dans les grandes entreprises. Donc, c'est un programme extrêmement difficile dans le contexte actuel compte tenu des process de production, que ce soit pour des services d'ailleurs ou que ce soit pour les, les biens matériels. Alors, oui, les coopératives, les associations peuvent jouer un rôle, mais ça ne règle pas les questions complexes de fabrication de produits particulièrement complexes qui font appel à des milliers de composants. Je pense qu'on a là une réflexion très importante à avoir pour développer la participation des salariés à tous les niveaux. Oui, bien sûr, l'ESS, Olivier, mais bon, on va déborder beaucoup de CAP 2022, je le crains, hein, si on se laisse entraîner dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, nous sommes donc face à une logique capitaliste qui fait suite à un long processus. Donc, une politique de restructuration, sinon de destruction du service public, mais aussi des associations. On le voit avec la diminution des subventions, par exemple, et tout ce qui est mis en avant par le gouvernement du type marchandisation, contrat à impact social, la philanthropie à la française, etc. Et de même pour l'ESS, où la politique consiste à essayer de faire en sorte que les structures de l'ESS se regroupent et abandonnent souvent l'essentiel de ce qui fait l'ESS pour faire du business classique. Et de ce point de vue-là, le groupe SOS étant un des modèles. Et tout ça s'appuie sur un discours qui est en grande partie idéologique sur l'entrepreneuriat social et toute une série de dispositifs qui sont mis en avant par des organismes internationaux du type G20, G8 ou le FMI, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, et bien entendu également l'Union européenne qui s'est emparée de cette question-là à la fin des années 2010. Voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la RCB, le management, le New Management, le New Public Management. Voilà, donc CAP 2022, c'est bien une étape suivante avec un saut qualitatif par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent et non pas l'extinction de la norme, mais la transposition de la norme vers les grandes multinationales à leur bénéfice et à leur seul profit. Et c'est effectivement une logique internationale dans le cadre de la mondialisation, avec les accords de libre-échange, où il y a deux processus qui sont aujourd'hui, qui font partie de tous ces accords de libre-échange. D'une part, ce qu'ils appellent la collaboration administrative, qui fait que il y a avec mise en place d'une commission, d'un organisme qui examine toutes les lois qu'un gouvernement, qu'un État s'apprête à faire voter à son Parlement, de façon à ce que ces lois-là ne soient pas contraires à l'accord de libre-échange et ne soient pas contraires aux grandes multinationales qui pourraient se retrouver embêtées par un certain nombre de dispositions.
Donc, dans l'accord avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, vous avez un dispositif de ce type-là qui oblige à examiner toutes les lois avant même qu'elles soient soumises au Parlement national. Des normes comptables ad hoc qui sont élaborées par un organisme qui est composé uniquement des financiers mondiaux, c'est-à-dire les banques et les grandes assurances, les grandes compagnies d'assurance, qui ont mis en place une comptabilité qui favorise l'immédiateté et la spéculation. Les fameux critères dits de Maastricht, qui ne sont pas de Maastricht d'ailleurs, qui ont été adoptés en 97, et les politiques qui découlent de ces critères. Alors, ces fameux critères, vous les connaissez tous, c'est moins de 3% de déficit budgétaire chaque année et rester en dessous de 60% du PIB du point de vue de la dette publique. Ces chiffres-là sont complètement arbitraires. Ils ont été décidés dans un coin de cuisine par quelques énarques français d'ailleurs, et adoptés sans qu'il y ait vraiment d'études qui valident ces chiffres. Ça aurait pu être 2%, ça aurait pu être 3,5%, ça aurait pu être 4% de déficit chaque année. Mais il n'y a pas de vérité scientifique par rapport au chiffre de 3%. Et puis, ce sont également, au niveau mondial, les politiques mises en œuvre par le Fonds monétaire international qui, pardon, dans chaque fois qu'un État demande un financement à travers le FMI, les oblige à des réformes structurelles. Et derrière le terme réforme structurelle, c'est toujours la remise en cause des acquis sociaux, en définitive, et des services publics, et de la défense publique, mais de façon à rendre, soi-disant, l'industrie et les entreprises compétitives dans le cadre de la mondialisation. Et c'est la même chose avec la Banque mondiale. Voilà, tout cela étant souvent décidé dans des organisations type G20, c'est-à-dire les 20 pays les plus riches du monde, ou G8 ou G7, selon la configuration. Tout à l'heure, j'ai parlé des contrats impact social, qui est la version française des Social Impact Bonds. Ça a été décidé par le G8 sous présidence du Royaume-Uni de M. Cameron à l'époque. Alors, on a des réponses, mais enfin, bon, quand Dominique Jolme nous dit qu'elle est scandalisée de voir comment les associations de services à la personne sont encouragées à fonctionner selon le monde des entreprises de production, on peut que lui répondre oui, nous aussi. Mais, bon, malheureusement, c'est une pression très forte qui s'exerce sur dernièrement, par exemple, les EHPAD nous disent que compte tenu de cette pression-là, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à embaucher le personnel suffisant, infirmières ou soignantes, etc., dans les EHPAD parce qu'ils n'ont plus les moyens. Voilà. Mais Nicole, tu as de bonnes relations, hein, puisque je vois que le PDG de Total, il parle de capitalisme d'utilité sociale. Je vous rappelle que notre ami Bolero, lui, avait sorti un bouquin qui s'appelle, pas Bolero, Borello, Borello, excusez-moi. Il lui a sorti un livre qui s'appelle Le capitalisme d'intérêt général. Donc, on est arrivé à un tel dévoiement de ce qu'est le vocabulaire que tout est permis aujourd'hui. Hein. Le capitalisme d'utilité sociale, le capitalisme d'intérêt général, c'est des fausses nouvelles d'une certaine façon. C'est de la propagande la plus outrancière. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment dire les choses sur cette question-là. Alors, oui, une norme sociale pour le chômage.
c'est en tout cas aujourd'hui, je pense, au niveau européen, difficilement envisageable et c'est pas de compétence communautaire en plus. Donc, voilà. Alors, l'étape suivante, mais ça sera pour le prochain coup, c'est euh, non, non, ouais, maintenant on va passer à la méthode sur après ces objectifs nationaux. Et la méthode, elle euh, peut se résumer en trois grands chapitres. D'une part, donner la main aux multinationales. C'est l'objet de toute une série de lois qui sont en cours. On y reviendra bien entendu. Le secret. Le rapport CAP 2022 devait être public et le gouvernement, devant la violence des propositions, a décidé de ne pas le rendre public. Donc, officiellement, il n'existe pas. Il a été rendu public par une organisation syndicale, mais pas par le gouvernement. Et puis, vous allez voir dans le prochain webinaire la violence des propositions par rapport à la situation des gens sur leur mode de vie de tous les jours. Alors, dans la méthode, bien entendu, il faut voir comment ce rapport a été élaboré. Le gouvernement a mis en place un comité de 34 personnes avec uniquement des représentants du CAC 40. Dans la petite brochure, nous avons pris le soin de mettre la liste des personnes qui faisaient partie de cette commission. Donc, il s'agit de représentants du CAC 40, dont le président qui est le président de l'entreprise de Safran, qui était une grande multinationale motoriste des avionneurs, et des hauts fonctionnaires, issus en général de l'ENA, bien entendu, donc des grands corps, qui tous ont fait des allées et venues entre l'administration et les grandes entreprises et les banques, donc qui sont directement liés avec le système du capital et qui tous ont signé une clause de confidentialité de façon à ne pas rendre publics les travaux de ce comité. En parallèle à ce comité lui-même, a été créé un comité des jeunes qui s'appelle le J22, qui sont des jeunes d'une vingtaine d'années, tous issus des startups ou des écoles de commerce. Donc avec une population bien particulière. Un rapport donc tenu secret mais révélé par le syndicat solidaire des finances, et vous avez le site qui vous permet de voir le rapport, de le lire. C'est une lecture tout à fait passionnante parce que quand on va décortiquer les 22 mesures, on va voir de quoi il retourne concrètement. Alors, dans la méthode, il n'y a pas que le rapport. Voilà. Le rapport dit un certain nombre de choses très précises, mais on a une technique qui est beaucoup plus élaborée que ça et qui est déjà en œuvre. C'est-à-dire que beaucoup de mesures sont disséminées dans des lois qui ont été votées ou qui sont en cours, telles que la loi PACTE, pour donc la loi pour un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, où il y a beaucoup de choses, y compris sur la comptabilité. Par exemple, dans cette loi, il y a 10 articles qui intéressent la comptabilité de la Caisse des dépôts, qui est un organisme public, et qui oblige la Caisse des dépôts à utiliser les normes comptables
privées et non plus les normes comptables du public. C'est une forme de privatisation sans toucher au statut de la Caisse des dépôts. Dans la loi Elan, qui est la loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement du numérique, dans la loi sur la refonte des cours professionnels, alors nous prendrons des exemples dans le troisième webinaire, si vous voulez, sur chacune de ces lois. Le projet de loi mobilité, j'ai dit 2 mots sur l'exposé des motifs, la réforme constitutionnelle qui va dans le même sens, en tout cas le projet qui a été soumis au Parlement, qui a commencé à discuter et qui a été arrêté à cause de l'affaire Benalla et puis de la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis, parfois, ce qui est marqué là, la surtransposition des directives de l'Union européenne, c'est-à-dire à travers les transpositions dans la loi française des directives européennes, des fois, le gouvernement a tendance à en rajouter. Et aujourd'hui, il a élaboré un projet de loi qui est en cours de discussion pour éviter ce qu'il appelle ces transpositions. Et dans ce projet de loi, par exemple, il réduit les droits des consommateurs, notamment les informations obligatoires sur les étiquettes. Et il augmente de ce point de vue-là également les libertés de non-information des grandes multinationales. Donc, c'est une loi qui est finalement tournée vers la facilitation pour les entreprises de leur activité en supprimant le plus de normes possibles pour leur permettre de faire ce qu'elles veulent. Alors, dans ces lois, en plus, non seulement il y a un vocabulaire qui est assez abscon et qui est parfois difficile à comprendre, mais vous avez énormément de dispositions qui sont définies de façon générale et qui doivent être précisées par ordonnance. Les ordonnances donnant la main complètement au gouvernement, puisque le gouvernement, sur la base de l'habilitation à prendre l'ordonnance, rédige l'ordonnance. Celle-ci s'applique pendant un délai qui est fixé souvent par la loi et sont après validées par le Parlement. Mais une fois qu'une ordonnance est entrée en application pendant 1 an, 1 an et demi, 6 mois, etc., il est très difficile pour le Parlement de ne pas ratifier l'ordonnance. Donc, c'est une façon de gouverner qui est quand même assez exorbitante de la démocratie réelle. Et dans la loi ESSOC, par exemple, j'ai compté, il y a au moins 10 ordonnances qui sont prévues pour mettre en œuvre cette loi-là, qui est pourtant, d'après son titre, une loi pour un État au service d'une société de confiance et qui devrait plutôt s'appeler pour un État au service des sociétés multinationales. Bon, on le verra parce que des exemples sont prévus dans de décortiquer notamment la question des rescrits et la politique des rescrits qui est très forte dans cette loi ESSOC, qui est présentée par le gouvernement comme une loi donnant le droit à l'erreur aux citoyens face à l'administration. C'est la fameuse loi sur le droit à l'erreur, finalement, la loi ESSOC. Voilà. Donc, des dispositions tout à fait pragmatiques ont été mises en place pour développer cette politique. D'une part, on a toute une série de personnels gouvernementaux aujourd'hui, de ministres donc, qui sont directement issus des multinationales. L'exemple type étant Madame Pénicaud qui vient de chez Danone, qui était DRH chez Danone, mais le président de la République lui-même, M. Macron, qui vient de chez Rothschild, qui en tout cas a fait un tour assez important chez Rothschild, et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler,
qui lui est lié par des liens familiaux avec l'armateur MSC, qui est un armateur italien qui a repris, grâce à lui d'ailleurs, les chantiers navals de Saint-Nazaire, par exemple, en tout cas qui aujourd'hui est majoritaire au chantier naval de Saint-Nazaire. Donc on est là dans des conflits d'intérêts permanents. Et si on pousse un peu plus loin, le conflit d'intérêts il va très loin. Si vous regardez le rôle et la composition du Conseil constitutionnel lui-même, il est en conflit d'intérêts permanent. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a été Premier ministre, plusieurs fois ministre, et donc, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité, est amené à examiner la constitutionnalité de lois qu'il a fait voter en tant que Premier ministre ou que ministre, ou de lois qu'il a lui-même votées en tant que député. Donc, on est là dans le conflit d'intérêts permanent au plus haut niveau de l'État. On pourrait dire un peu la même chose pour le Conseil d'État et pour beaucoup de conseillers d'État, etc., et beaucoup de hauts fonctionnaires dits des grands corps de l'État. Donc, cette histoire de conflit d'intérêts et de gens issus des multinationales qui sont en plus présentés comme des gens issus de la société civile, mais ils n'ont rien à voir avec la société civile, est quelque chose de tout à fait problématique dans notre pays. De ce point de vue-là, on est sans doute, en tout cas au niveau européen, un des pays les plus forts sur les conflits d'intérêts. Et quelques exemples, le Conseil national de l'industrie, qui a été mis en place par Emmanuel Macron il y a environ un an pour réindustrialiser la France, est piloté par Philippe Varin, ex-PDG de PSA, qui a expatrié une grande partie de la production de PSA à l'étranger. Alors, pour réindustrialiser la France, que l'on fasse confiance à un grand patron, pourquoi pas, mais enfin, on voit bien ce qu'il y a derrière et là aussi l'espèce de camouflage qu'il y a sur la politique réelle. Si on prend la loi liberté de choisir son avis professionnel, qui réforme notamment la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est en définitive mettre ces deux domaines-là directement sous la coupe des organismes patronaux et des chambres de commerce ou des chambres patronales. Donc derrière souvent un intitulé tout à fait alléchant d'une loi, on se retrouve confronté à une politique qui est exactement l'inverse du point de vue des citoyens français. Et ce n'est pas, si vous voulez, tout à fait étonnant que la mobilisation des Gilets jaunes ait commencé à la fin 2018, parce que cette politique est menée depuis 18 mois, et aujourd'hui, les effets concrets de la politique qui est menée par le gouvernement commencent à se faire sentir dans le pays et dans toutes ses formes, y compris ses formes les plus violentes. Et ce, malgré ce qu'on nous raconte. C'est parti sur des questions de taxes et de pouvoir d'achat. Les gens ont le sentiment, à juste titre, que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué, alors que le gouvernement, à travers les statistiques, nous explique que le pouvoir d'achat des Français, y compris des retraités, a augmenté. Ce qui est un véritable mensonge et torturation des chiffres. Donc, on est aussi, par rapport à l'application de ces politiques, dans une situation où, à mon avis, on aura de plus en plus de mobilisation et de gens qui vont la contester, même si elle est camouflée à travers des appréciations ou des nominations pour les lois tout à fait alléchantes. Il est évident que personne ne peut être contre un État pour une société de confiance. On est tous pour une société de confiance, mais ça ne veut rien dire. Voilà, et je pense. Il y en a encore une. Voilà, donc
Dans la méthode, également, vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, une volonté que ce soit directement les grands groupes multinationaux qui rédigent la loi. C'est plus fort que le lobbying, en définitive. Déjà, à travers le lobbying, souvent, les lobbyistes arrivaient chez leurs interlocuteurs, que ce soit d'ailleurs au niveau européen ou au niveau national, parce que le lobbying est aussi important en France qu'au niveau européen, avec des textes tout faits et essayer de le vendre, en tout cas de faire en sorte que leur interlocuteur reprenne ce texte-là. Là, ils n'auront même plus besoin de faire de lobbying, c'est directement eux qui rédigeront. Et c'est ce qui s'est passé sur l'exposé des motifs du projet de loi mobilité, ce qui est une grande première dans notre pays, puisque le cabinet a lancé un appel d'offres international de 30 000 euros et que c'est un cabinet d'avocats international, mais d'origine américaine, donc des États-Unis, qui a emporté le marché. Voilà, on dit le futur Pax Navigo va être confié à un consortium privé qui s'appelle Conduent Worldline, en bon français, sous prétexte de l'arrivée de la concurrence dans les transports de l'Île-de-France. Puisque un certain nombre de nouvelles lignes de métro ou de tramway vont être mises en concurrence et ce ne sera pas forcément la RATP qui les exploitera. Voilà, nous reparlerons plus longuement des normes comptables qui sont tout à fait essentielles dans les accords de libre-échange en fin de présentation. Voilà, sur la méthode, ce qu'on pouvait dire. Ce qui me paraît très important, c'est de voir qu'il s'agit d'un processus sur un long terme, avec une accélération et une accentuation des choses, et de bien comprendre que nous sommes face à une stratégie qui est en plus parfaitement affichée, et donc il n'y a aucun terme de complotisme là derrière, mais que nous sommes devant une vraie politique qui est mise en œuvre, parfois avec une très grande violence. Alors, dans les questions qui nous sont posées, bon, en plus de celles que j'ai commentées dernièrement, la question des coachs pour aider à la transition dans les associations est peut-être à screener par le CAC. Faire une étude et inscrire sur le site les seuls coachs tournés vers la transition. Le développement des coachs, d'ailleurs, y compris du terme lui-même, parce que ça vient du monde sportif, mais le coach, avant, on appelait ça un entraîneur. Donc, voilà. Et le développement des coachs tout azimut est très significatif du mal-être des gens dans la société. Et fait partie de ces méthodes de management nouvelles dont j'ai parlé. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer vraiment quelque chose de très positif par rapport à un développement d'une société de confiance. Alors, ce que dit Nicole, c'est vrai que, mais ça serait l'objet peut-être de notre webinaire. J'ai fait le recensement des lois qui remettent en cause les libertés, donc les capacités d'agir et d'intervenir des associations ou des citoyens depuis notamment les attentats du 11 septembre 2001. On a 9 lois sous Hollande et on en a une dizaine avant sous Sarkozy et Chirac. Donc depuis 2001, c'est une vingtaine de lois minimum qui toutes restreignent les capacités d'agir et les libertés et les droits
collectifs et individuels dans notre pays. À tel point d'ailleurs que même l'ONU s'en préoccupe et je ne commente pas tous les rapports que fait le défenseur des droits aujourd'hui, justement sur ces droits-là, y compris sur la loi, par exemple, sur la banalisation de l'état d'urgence dans le pays. Et ces lois appliquées nous mènent dans un régime policier, qu'on le veuille ou non. Et la loi anti-casseurs est une nouvelle marche vers ce régime policier. Dans un régime policier, on a moins de capacité d'agir que dans un régime vraiment démocratique. Je trouve que c'est assez désolant pour un pays qui se veut le pays des droits de l'homme. D'ailleurs, ce pays des droits de l'homme est très souvent condamné par la Cour de défense de la Convention européenne des droits de l'homme, donc la Cour de Strasbourg sur la CDEH, notamment pour ces violences policières qui font partie du débat, heureusement depuis quelques jours, suite à ce qui se passe avec les manifestations des Gilets jaunes dans notre pays depuis maintenant pratiquement 2 mois. Olivier, comment les concertations avec les associations s'inscrivent dans cette méthode? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la concertation avec les associations est le résultat d'une mobilisation des associations elles-mêmes. Quand le gouvernement a supprimé de façon unilatérale et extrêmement violente également les emplois aidés en août 2017, le CAC a pris, avec d'autres, mais le CAC a été vraiment à la pointe de cette mobilisation. Et il y a eu une mobilisation qui n'était pas aussi importante que celle des Gilets jaunes, qui était moins visible, mais qui quand même a marqué parce que ce n'était pas habituel dans le monde associatif. Et la veille de la deuxième journée de mobilisation qui avait été prévue par le CAC et ses partenaires, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé qu'il ouvrait une concertation avec les associations, concertation qui a duré 2 mois, sous le pilotage conjoint de la direction des jeunesses et sports et du mouvement associatif, qui a abouti à un rapport avec 59 propositions. Le 29 novembre, le gouvernement nous a réunis pour nous dire ce qu'il retirait de ces 29 propositions. Nous avons fait un communiqué à ce sujet, d'ailleurs avec le MES, puisque le même jour, le gouvernement a aussi annoncé son plan pour l'économie sociale et solidaire. Et on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup retiré de propositions, celles que nous lui avons faites. Donc on est là aussi dans un processus de concertation qui est faite pour gagner du temps et essayer de faire en sorte que, à travers cette concertation, le gouvernement justifie sa politique. Puisque dans les propositions, par exemple, que fait le gouvernement, c'est de mettre en place une philanthropie à la française sur le modèle américain. Et on sait très bien que la philanthropie, c'est je prends sur la société et les ressources naturelles 100 et je rends 0,1%. Donc, ça ne remplacera jamais le financement public et les subventions pour les associations. Donc, c'est aussi, pour une part, une forme de, comment dire, d'essayer d'intégrer les associations à la politique gouvernementale. La question qui nous est posée, c'est jusqu'où les associations sont capables de se mobiliser, de résister à cette politique et de faire d'autres propositions pour aller vers une politique beaucoup plus tournée vers l'intérêt général, vers le bien commun, vers ce que nous défendons donc depuis la création du CAC, c'est-à-dire ne pas aller vers la marchandisation, faire en sorte que la subvention soit le financement normal de l'association, des associations. Donc,
une politique qui est assez contradictoire, pour ne pas dire plus, avec celle que mène le gouvernement aujourd'hui. Mais il n'y a pas à être naïf, et en même temps, la politique de la chaise vide n'est pas forcément non plus la meilleure politique, y compris pour mobiliser le monde associatif. Alors, voilà. Que penser des consultations des citoyens dans ces méthodes? Qu'est-ce que tu appelles les consultations des citoyens? Est-ce qu'il y a une vraie consultation citoyenne? Mais si tu t'adresses aux membres du gouvernement, ils te diront que oui, puisqu'il y a un grand débat en cours. Maintenant, quand on lit la lettre du président de la République aux Français, lettre qui a d'ailleurs été envoyée à la cantonade, hein, puisque personne n'a reçu la lettre, et il y a finalement peu de journaux qui l'ont publiée intégralement. Mais quand on lit la lettre de Macron aux Français, d'une part, on s'aperçoit qu'à travers ces 35 questions, ce sont des questions fermées, où la réponse est dans la question. Le plus caricatural étant ce qu'il dit sur les services publics, comme il faut diminuer la dépense publique, quels sont les services publics qui sont plus utiles et qu'il faut supprimer, et quels sont éventuellement les services publics que vous voudriez voir créer ou se développer. Poser la méthode comme la question comme ça, il est évident que la réponse ne peut pas, en tout cas, répondre à ce que mettent en avant les citoyens en France, les gilets jaunes, quand ils réclament au minimum immédiatement un moratoire sur la fermeture des services publics sur les territoires et une inversion de la politique sur les services publics, puisque au contraire, il faudrait les développer. Et on s'aperçoit que les services publics ferment sur tous les territoires. Hein. Par exemple, la Poste, elle ferme dans les campagnes, dans les petits villages, mais elle ferme aussi à Paris et dans des mêmes conditions. Donc on est bien dans une politique de plutôt destruction des services publics, et la lettre de Macron, finalement, tend à faire accepter cette politique-là aux citoyens français. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de doutes sur le résultat de ce grand débat. Donc, comment les citoyens peuvent intervenir? Eh bien, ils peuvent intervenir éventuellement en participant au débat s'ils le souhaitent, avec les éléments et les restrictions qu'on peut mettre en avant, mais ils peuvent intervenir par leur vote, mais aussi ils peuvent intervenir par des mobilisations permanentes dans lesquelles manifester dans la rue fait partie, mais aussi en développant leur activité dans le monde associatif, qui est quand même un ensemble de réseaux où ils peuvent agir concrètement sur les terrains. Et si on avait un monde associatif qui sache se mobiliser plus, on pourrait agir beaucoup plus collectivement par rapport également à la prise de décision au plus haut niveau, y compris sur les lois au niveau national, voire au niveau européen. Donc là, il y a un vrai travail, à mon avis, de réflexion à avoir et de méthode de travail pour arriver à mieux se coordonner, mutualiser nos moyens pour se mobiliser jusqu'au niveau européen, puisque enfin une grande partie de la législation auquel sont soumis les citoyens dans chacun des pays de l'Union européenne est élaborée au niveau communautaire. Alors, pour moi, les collectivités territoriales, c'est l'État. Exactement pareil que le gouvernement. D'ailleurs, les maires ont des prérogatives de l'appareil d'État sur l'état civil, sur la sécurité, etc. Et à l'heure actuelle, ils sont
en opposition, en bisbille avec le gouvernement, parce que le gouvernement, effectivement, les a complètement ignorés, estimant que leur rôle, c'était justement d'être le relais et de mettre en œuvre la politique que le gouvernement a décidée. Et je pense que c'est ça la véritable question. Alors, les maires souhaitent avoir quand même un minimum d'autonomie, puisqu'ils sont aussi issus du suffrage universel. Mais le système actuel, le système capitaliste actuel est tellement concentré au niveau des grandes multinationales qu'il n'a, entre guillemets, pas grand-chose à faire, notamment des maires des petites communes, etc. Ce qui l'intéresse, ce sont les grandes métropoles, essentiellement parce que c'est là qu'il intervient pour l'essentiel, c'est là qu'il s'organise et c'est là qu'il pompe la richesse. Donc, dans un système où on a 29 personnes, je crois, qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus sur la Terre, qu'il y ait des formes de centralisation sur le plan économique, plus que sur le plan des compétences qui sont distribuées entre les régions, les départements et les communes, c'est pas étonnant. Et comme c'est quand même cette concentration sur le plan économique qui, parce que derrière il y a les moyens, il y a les finances, etc., qui commandent, c'est pas étonnant qu'on ait des réactions de la part des maires, mais que le gouvernement s'en moque dans la mesure où c'est directement, on l'a vu avec Madame Pénicaud, Danone et compagnie, les grandes multinationales qui sont au pouvoir. Donc, je pense que là aussi, il y aurait peut-être une analyse importante à faire, puisque quand on a suivi les débats entre Macron et les maires, est ressortie l'idée, relayée par les grandes associations des élus, que ce soit l'Association des maires de France, l'Association des régions de France, le Sénat, etc., d'une nouvelle phase de décentralisation. Mais dans ce contexte politique et de gouvernance au niveau mondial que j'ai décrit, une nouvelle phase de la décentralisation, ça veut dire quoi? Je pense que ça ne réglera aucun des problèmes que l'on rencontre à travers la métropolisation et la centralisation par le grand capital et par les grandes multinationales des centres de décision qui sont de plus en plus extraterritoriaux et qui se moquent un peu pour pas dire plus, des gouvernements dans la mesure où ils sont en train de devenir directement les gouvernements des différents pays et les gouvernements au niveau mondial. Donc, je pense que là, on a une réflexion d'une autre nature à avoir. Peut-être qu'il faudra qu'on engage d'ailleurs au sein du collectif des associations citoyennes, après une analyse sérieuse qui n'a, à mon avis, jamais été faite de la décentralisation depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour bien voir ce que peut être une nouvelle phase de décentralisation dans ce contexte-là et tel que la demandent les associations et les élus locaux. Bon, merci Bernadette d'avoir apprécié. On rediscutera sans doute. Voilà. Et alors, faites de la propagande pour la petite brochure CAP 2022 autour de vous. Elle se vend pas mal, moi j'en ai vendu beaucoup. Voilà, Patricia dit qu'il faut la montrer. Donc, je la montre. Au prix modique de 2 €, mais vous pouvez donner plus. Oui, absolument. Vous pouvez donner plus parce que si on compte les heures de travail dessus, elle coûterait beaucoup plus cher. Peut-être dire les 2 prochains webinaires qui vont avoir lieu. Alors, les 2 prochains webinaires, a priori, enfin, bien entendu, vous serez tenu au courant par le système d'information du CAC, mais a priori, je pense que ce sera les 2 lundis qui suivent à la même heure, peut-être dans le même lieu, j'en sais rien. Voilà, donc le prochain sur les 20 et quelques mesures concrètement et décortiquées. Et puis
suivant sur ce qui est déjà en cours à travers les lois qui ont été adoptées ou qui sont en cours de discussion au Parlement. Donc, il y a eu trois... D'accord. Il y a eu trois magiciens pour que ce premier webinaire, trois magiciens, comment dire, apprentis sorciers, pour que ce premier webinaire ait eu lieu. Ce que nous aimerions, c'est que vous puissiez nous envoyer par mail, donc à contact@collectif des associations citoyennes.org, je crois, vos remarques et les choses qui pourraient mieux se passer, parce que voilà. Et effectivement, rendez-vous à lundi prochain pour une prochaine émission. Et vous retrouverez évidemment ce webinaire qui pourra être partagé à partir du site, notamment du collectif, puisqu'il a été enregistré. Et donc, vous aurez la possibilité de pouvoir le transmettre à toutes les personnes qui seraient intéressées. À très bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.